Savez-vous que l'institution financière favorite des Québécois a été créée par un homme d'origine modeste qui n'a pas fait d'études universitaires? En plus d'être l'inventeur du premier mouvement coopératif de notre histoire, il fut un véritable prophète de l'émancipation sociale et économique des Québécois. À ce peuple dont on disait qu'il était né pour un petit pain, Alphonse Desjardins ouvre l'accès aux richesses de l'épargne et du crédit. Ouvriers, agriculteurs, commerçants et gens du petit peuple se voient ainsi offrir un champ de promotion sociale encore jamais vu. Alphonse Desjardins est un homme bien de chez nous qui a fait sa scolarité dans cette grande institution connue des gens de la région de Québec, le Collège de Lévis. Il naît le 5 novembre 1854 à quelques pas d'ici. Son père, François Roy dit Desjardins, occupe des emplois modestes et intermittents, si bien que sa mère, Clarisse Méville dit Deschênes, travaille comme femme de ménage pour joindre les deux bouts. Malgré ce contexte difficile, Alphonse grandit dans un milieu marqué par la ferveur religieuse et un attachement aux valeurs familiales et patriotiques. Le début de la vie professionnelle de Desjardins, c'est pas glorieux. Il a commencé, il a fait l'armée, il a essayé d'être journaliste, il a travaillé, je crois, à l'Assemblée nationale. Il s'est pété la gueule une fois ou deux et puis il s'est retrouvé au chômage avec 5 enfants. Alors, Dorimène est née à Sorel, mais elle a fait ses études à Québec, dans un couvent de religieuses de qualité. Puis c'est là qu'elle va rencontrer Alphonse. Ils vont se marier à Sorel. Mais je pense que c'est une femme brillante, en fait. Une femme qui est dans le réel, qui a le sens du réel, alors qu'Alphonse est peut-être plus spéculatif. Elle va bien équilibrer, je pense, l'activité d'Alphonse. Alphonse Desjardins ne publiait jamais un article ou n'écrivait jamais une conférence sans avoir l'approbation de sa femme. C'est elle qui a porté les débuts des caisses parce que M. Desjardins était 6 mois par année à Ottawa. Il fallait que ça tourne. Donc, ça a été elle, le gérant de la première caisse populaire. C'est en 1879 qu'il se marie avec Dorimène Desjardins. Donc, le mariage coïncide avec le moment où il se lance dans les débats du Parlement de Québec. Elle avait 20 ans quand ils se sont mariés. Dès l'année suivante, ils vont avoir un premier enfant, Raoul, et ensuite, ils vont avoir 10 enfants au total. À partir de la fin des années 1870, il va devenir rapporteur des débats à l'Assemblée législative de Québec. Ça s'est terminé à la fin des années 1880. Après la perte de ce contrat avec le Parlement de Québec, il va y avoir tout de même 2 années difficiles qui vont suivre. C'est que M. Desjardins va essayer de fonder son propre journal. Ça va durer environ 3 mois. Ça va s'appeler l'Union canadienne. Mais malheureusement, ça ne sera pas un grand succès. Il va devoir abandonner ce projet-là. Et là, va s'en suivre une période où il va être malade, en fait. Et suite à ça, aussi 2 de ses enfants vont tomber malades, qu'il va d'ailleurs perdre. Donc 2 enfants vont aussi décéder dans cette période-là. Donc, autrement dit, ce fut une période très difficile. Et c'est en 1892 qu'il va devenir sténographe à la Chambre des communes à Ottawa. Donc, il a travaillé là pendant 25 ans. Et là, il faisait la navette entre Lévis et Ottawa. Donc, il allait à Ottawa le temps de la session parlementaire, sa famille restait à Lévis, et quand la session était terminée, il retournait à sa maison à Lévis. Son épouse, Mme Dorimène, va devoir vivre avec un mari qui est absent très souvent. Donc, elle a élevé ses enfants, on peut imaginer, quand même toute seule, hein, Mme Dorimène. Au tournant du 20e siècle, les banques, qui se situent surtout dans les villes, ne sont accessibles qu'aux bien nantis et aux entreprises. La plupart des Québécois qui vivent à la campagne
n'ont pas accès à ce genre d'institutions et pratiquent l'économie du bas de laine. Et si les difficultés financières se présentent, ils sont à la merci des usuriers, ces petits prêteurs qui pratiquent à des taux d'intérêt exorbitants. C'est dans ce contexte que va se produire un événement qui marquera un tournant dans la vie de Desjardins. Alphonse Desjardins va assister à un débat au Parlement en 1897, en fait en avril 1897, où il entend un député de Montréal, un certain M. Michael Quinn, venir expliquer la situation d'un ouvrier qui avait emprunté 150 $ à un usurier. Mais malheureusement, ce pauvre homme n'a pu rembourser son prêt. L'usurier l'a poursuivi en justice et a obtenu gain de cause, si je peux dire, et ce pauvre homme a été obligé de rembourser à l'usurier 5 000 $ en intérêts. Ça va être comme l'impulsion que ça va lui donner, parce que qu'est-ce que c'est la situation, en fait, des Québécois? C'est l'économie de bas de laine, c'est-à-dire qu'on garde l'argent à la maison, ou bien on emprunte au magasin général, on emprunte chez le notaire, ou bien on tombe dans l'usure, c'est-à-dire des gens qui prêtent de l'argent à des taux usuriers, des taux, comment on dit usuriers, c'est-à-dire excessifs, et qui peuvent ruiner les gens. Alors, c'est ces éléments-là qui vont déclencher la réflexion de Desjardins. Comment rendre accessible à la fois l'épargne et le crédit? C'est Desjardins qui va donner les moyens à tout ce monde de vivre cette émancipation socio-économique. Alphonse Desjardins fait partie d'une génération de catholiques, prêtres et laïcs qui considèrent que l'avenir des Canadiens français passe par leur émancipation économique. Nous sommes à la maison des Desjardins, maison qu'Alphonse n'occupe que 6 mois par année. Le reste du temps, son emploi le retient à Ottawa, position qui lui donne providentiellement accès aux outils indispensables à l'élaboration de son projet. Alors, Desjardins vit à Ottawa pour un peu comme un ermite. Ça va être le cadre idéal de l'élaboration de son projet. Et Desjardins va vraiment prendre le temps de réfléchir. Il va écrire à des leaders syndicaux, coopératifs en Europe, aux États-Unis. Il a accès à une bibliothèque extrêmement riche. Il a des longs moments de solitude, de silence et de réflexion. Et ça va être vraiment son laboratoire, je dirais, intellectuel pour mettre au point la potion magique qui va sauver le Québec. Il va arriver à un moment donné à trouver un livre qui s'appelait People's Banks, un petit livre écrit par un coopérateur britannique, un certain M. Henry Wolfe, qui parle des banques populaires européennes. Et c'est ainsi que M. Desjardins va être très inspiré par ce modèle. Alors, Alphonse Desjardins va mettre au point vraiment une formule très originale. Mais ce qui est original, c'est qu'il va prendre, au fond, le cadre humain et social de la paroisse. Et il va dire, écoutez, vous êtes une communauté, tout le monde se connaît, tout le monde est à peu près pauvre, mais si on se met ensemble, on va créer une richesse. Et la paroisse est ce lieu où tout le monde se connaît, donc on a confiance qu'on peut mettre notre argent en commun et que ça va devenir un bien commun qui va enrichir tout le monde. Nous sommes actuellement dans la rue Bégin, au cœur de Lévis. C'est dans ce bâtiment que plus d'une centaine de personnes rassemblées par Alphonse Desjardins signent le pacte pour fonder la Caisse populaire de Lévis. Le 6 décembre 1900, le mouvement Desjardins est fondé. La Caisse populaire de Lévis, la première caisse, elle a été fondée le 6 décembre 1900, mais les activités ont commencé le 23 janvier 1901. Et cette journée-là, 12 personnes vont faire des dépôts. Le premier montant déposé est un gros montant de 10 sous. Au bout de la première journée, M. Desjardins va avoir accumulé 26,40 $. Pour devenir membre à la Caisse, à cette époque-là, c'était 5 $.
120 ans plus tard, le mouvement Desjardins, c'est un des plus importants groupes financiers coopératifs au monde. C'est 400 milliards d'actifs aujourd'hui, 7 millions de membres et clients, 55 000 employés environ, un peu partout au Canada puis ailleurs dans le monde aussi. Donc, je pense que M. Desjardins avait raison quand il disait que la modestie des débuts n'est pas un obstacle à la grandeur future. La part de Mme Desjardins dans les premières années de la fondation de la Caisse populaire de Lévis est tout de même importante. Parce que M. Desjardins, on n'oublie pas que quand il fonde la Caisse populaire de Lévis, il garde son emploi à Ottawa. C'est-à-dire qu'il doit continuer à voyager, donc il est quand même absent de grandes périodes. Ce qui fait que Mme Desjardins va être amenée assez rapidement aussi à s'occuper de la Caisse populaire. En fait, lui et son épouse, ils ont semé les graines, disons-le, de la coopération, de l'entraide entre les gens. Donc, de se donner des moyens, d'avoir accès, finalement, à une meilleure vie. Dorimène va être très importante, je dirais, à 2 moments clés, c'est-à-dire pendant les premières années. Pendant les 6 premières années d'existence de la Caisse de Lévis, la Caisse est dans la maison. Et M. Desjardins est parti 6 mois par année. Et elle va être très importante aussi après le décès de son mari en 1920. Parce que là, elle va comme devenir la référence. On reconnaissait son expertise, puis on publicisait son opinion. Et on envoyait une lettre circulaire à toutes les caisses en disant « Écoutez, Mme Desjardins, c'est ça qu'elle pense de tel sujet. » Pour le travail que Dorimène avait fait dans les premières années de la Caisse, elle a reçu une indemnisation, une façon de dire merci. Elle avait reçu 50 $ à chacune des années qu'elle a travaillé. Donc, M. Desjardins, lui, a fait ça bénévolement. Je pense qu'il trouvait ça important de le faire bénévolement, entre autres, pour montrer aux gens qu'il ne faisait pas ça pour lui. Nous sommes devant l'église Notre-Dame de la Victoire à Lévis. C'est l'église que fréquentent assidûment Alphonse et Dorimène. Pour semer le bon grain du coopératisme, le fondateur des Caisses populaires a besoin d'un terreau fertile. Le mouvement, en effet, pour se développer, a besoin d'un réseau de confiance et d'une communauté à échelle humaine. La paroisse canadienne-française de l'époque constitue par excellence cette réalité. D'ailleurs, le projet des Desjardins reçoit très rapidement l'appui enthousiaste d'une bonne partie du clergé, évêques et prêtres. Alors, le clergé a été enthousiasmé par la formule des caisses populaires. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une technique administrative ou économique. Derrière ça, il y a une vertu qu'on veut développer, la vertu d'épargne. Et je dis toujours qu'Alphonse Desjardins, il a conjugué 2 mots qui ne se conjuguaient pas ensemble à l'époque au Québec, c'est la vertu et l'argent. Le cardinal Bégin à Québec, l'archevêque de Québec va beaucoup l'appuyer aussi de différentes façons. Donc, il va y avoir un appui très important du clergé dans le projet des caisses. Le principal collaborateur d'Alphonse Desjardins, vraiment qui va fonder des caisses avec lui, qui va être un peu son remplaçant aussi, il va fonder des caisses ailleurs, c'est l'abbé Philibert Grondin, qui était justement professeur au Collège de Lévis. Il va écrire beaucoup d'articles dans les journaux pour faire la promotion des caisses et c'est lui qui va écrire le catéchisme des caisses populaires. Donc, il a vraiment été un outil d'éducation par rapport aux caisses qui va être utilisé très longtemps. Il va y avoir une 15aine d'éditions jusqu'au début des années 60. On oublie qu'il y a des caisses qui ont fermé à l'époque de M. Desjardins. On oublie que quand il est décédé, c'était pas assuré que ça allait survivre par la suite. Et un des épisodes les plus difficiles, ça a été la crise du début des années 30, la Grande Dépression. Et justement, en 1932, la caisse centrale qui existait dans la région de Lévis était sur le point de faire faillite. Et c'est grâce à une caution d'autour de 40 000 $ de l'archevêché de Québec. C'est un peu ça qui a pu relancer la caisse puis éviter qu'elle fasse faillite, qu'elle entraîne avec elle d'autres caisses. De 1907 à 1915, Alphonse Desjardins fonde à lui seul 130 caisses au Québec, 18 dans des paroisses francophones de l'Ontario et 9 dans des paroisses aussi francophones des États-Unis. Comme un apôtre, Desjardins sillonne le Québec de long en large, prêche la bonne nouvelle du coopératisme sur les places et fonde de nombreuses caisses. Atteint d'une maladie des reins, Alphonse Desjardins ralentit progressivement ses activités et passe la main à ses collaborateurs, dont l'abbé Philibert Grondin. Le 31 octobre 1920, le mouvement fait le deuil de son fondateur. Regardez, nous sommes ici devant le monument funéraire des Desjardins au cimetière Montmarie de Lévis.
Un siècle plus tard, la vision de Desjardins continue de soutenir les valeurs sociales et communautaires auxquelles sont tant attachés les Québécois et les Québécoises. Ce nouveau modèle qu'il a amené, qui a finalement permis aux Canadiens français je dirais, d'améliorer leurs conditions de vie, autant économiques que sociales, c'est sûr que c'est un homme extrêmement tenace et persévérant, mais aussi un homme, je dirais, bienveillant aussi. C'est sûr que M. Desjardins était un homme, qu'on disait tout de même, un homme sérieux. Ce que nous savons de Mme Desjardins, c'est que c'était une personne qui était chaleureuse. C'était une personne qui était aimable et on peut dire comme une de ses grandes qualités sûrement, c'est qu'elle devait être très, très, très organisée. Parce que pour gérer, comme on disait, sa famille, s'occuper de la caisse, quand le mari était absent et tout ça, elle devait être sûrement extrêmement organisée, Mme Desjardins. C'est un homme de foi, il ne faut pas oublier ça. C'est un homme qui priait son chapelet chaque jour. Il a composé une magnifique prière au Sacré-Cœur, où il abandonne toute son œuvre à la providence divine. Et je crois qu'avec sa femme là-dessus, ils étaient profondément unis spirituellement. Alors, on pourrait dire d'abord que c'est un homme brillant, c'est un homme très intelligent, c'est un excellent communicateur. C'était un homme de relation. C'est un homme patient qui a élaboré, qui croyait profondément aux valeurs familiales et patriotiques. Donc, les grandes qualités d'Alphonse Desjardins, la première, pour moi, c'est la persévérance, la rigueur intellectuelle, parce que c'est un travail intellectuel majeur qu'il a fait pour conceptualiser la caisse, pour créer la caisse, l'imaginer, puis la rigueur aussi dans la gestion. Puis je pense aussi, j'ai envie de dire, la solidarité. Je disais que c'était quelqu'un d'impliqué dans son milieu, qui avait à cœur le développement de l'ensemble de la communauté, de ne pas laisser tomber les autres. Donc... Il voulait aussi continuer à aider les gens qui n'ont peut-être pas eu, à quelque part, la chance qu'il a eue. Il n'a pas juste donné des moyens financiers à des gens. Je pense qu'au fond, son intuition profonde, c'était de restaurer la dignité des Canadiens français ou des Québécois, comme on dirait aujourd'hui. C'est un penseur social et c'est un prophète de l'émancipation socio-économique des Québécois.